Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission. Il était une fois. Ce soir, nous accueillons la psychologue clinicienne Véronique Bitouzé. Bonsoir Véronique Bitouzé. Bonsoir Angélique. Vous venez de publier le livre 1000 mères. Oui. Alors les mères sont tellement différentes les unes des autres. Chaque mère est unique. Chaque grossesse est unique, chaque naissance est unique, chaque bébé est unique. Et donc, effectivement, il y a autant de situations que de femmes, que de bébés, que de pères aussi. Donc, effectivement, toutes les situations sont différentes. Comment est né ce livre ? Moi, j'ai travaillé une trentaine d'années en maternité. J'ai travaillé notamment longtemps à Jeanne de Flandre, à Lille. Et j'ai rencontré évidemment de très nombreuses mères ou futures mères ou femmes qui souhaitaient devenir maman, des pères, des bébés, des soignants. Et leurs histoires m'ont beaucoup émue, m'ont touchée, ces personnes m'ont intéressée. J'ai vu comment, finalement, ils étaient engagés dans ce qu'ils vivaient et dans ce qu'ils avaient parfois à traverser, parce que c'est pas toujours facile de devenir maman ou de devenir papa. Et leurs histoires m'ont touchée, j'ai eu envie de les raconter longtemps après. Et c'est pour ça que vous avez choisi le principe de la nouvelle plutôt qu'un roman continu. Ce sont tous des petits flashs de Oui, je voulais donner à voir ce que c'est qu'une maternité. Et en fait, je me suis dit, mais cette forme de la nouvelle, ça permet de raconter des tas d'histoires différentes, mais qui en même temps ont une unité, ont une cohérence. C'est au sein de la maternité que tout ça se passe. Et comment expliquez-vous ce désir intemporel de maternité, justement ? Eh bien, il y a plein de raisons, plus ou moins conscientes, plus ou moins claires, plus ou moins présentes à l'esprit pour lesquelles on veut devenir mère. Ça peut être prouver qu'on est devenu une adulte, il y a la question de la pression sociale, il y a la question de l'amour d'un homme avec lequel on veut avoir un enfant, mais ce que je dois dire quand même, et plein d'autres choses encore, mais ce que je dois dire quand même, c'est que j'entends de plus en plus de femmes qui maintenant commencent à dire « mais moi je n'ai pas envie d'avoir d'enfant ». Des jeunes femmes, et notamment depuis la sortie de ce livre, il y a pas mal de jeunes femmes qui m'ont dit « mais moi, ça ne m'intéresse pas ». Alors soit c'est un choix politique, soit c'est effectivement le fait que maintenant, certaines commencent à assumer le fait de ne pas ressentir, en tout cas au moment où je les vois, où elles m'en parlent, de ne pas ressentir en elles le désir d'être enceinte et le désir d'avoir un enfant, parce que ce n'est pas tout à fait pareil. Le contexte ambiant, écologique, etc. peut aussi expliquer une partie de ce choix. Oui, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que ce ne sont pas des rationalisations qui permettent finalement d'affirmer plus facilement qu'on n'a pas envie d'être mère, parce que ça peut arriver. Les fausses couches sont-elles encore tabous dans notre monde ? Les fausses couches, on commence à en parler comme de quelque chose de douloureux. Pour certaines femmes, c'est un véritable deuil, même si la fausse couche est extrêmement précoce. Parce que certaines femmes, dès qu'elles ont un retard de règles, se vivent comme attendant un enfant. Alors que pour le corps médical, pour les soignants, eh bien non, c'est un embryon, c'est pas un enfant. Et donc c'est pour ça qu'il y a parfois des décalages entre ce que disent les soignants et ce que vivent les femmes qui parfois, même quand c'est très précoce, peuvent être extrêmement affectées et douloureuses. Vous soulignez aussi dans votre recueil de nouvelles la douleur des femmes en consultation d'infertilité. Vous écrivez, la plupart sont tout entières engagées, toutes sont meurtries. Oui. C'est douloureux, c'est une douleur très spécifique, très violente de ne pas pouvoir être mère dans une société où la maternité est tellement valorisée, tellement valorisée. Et ces femmes, je raconte plusieurs de ces histoires, et notamment l'une d'entre elles qu'on suit dans plusieurs nouvelles, qui peu à peu se sent tellement étrangère à l'ensemble de sa famille, où lors des réunions familiales, toutes les jeunes femmes papotent, mais oui, alors moi finalement j'ai du mal avec la diversification, et moi je ne fais pas les nuits parce qu'il ne dort pas encore. Et elle est tellement meurtrie de cet enfant qui ne vient pas. Et elle se sent différente, elle se sent isolée, elle se sent seule. Un climat particulier entoure aussi la grossesse, avec un besoin de parole qui est souvent particulier. Oui. Est-ce que le personnel qui accompagne ces mamans en devenir est conscient de ce besoin qui est quelquefois pressant ? Oui, moi j'ai beaucoup aimé travailler avec ces soignants. D'ailleurs, il y a 4 personnages soignants dans mon livre qui sont un peu les fils rouges qui accompagnent ces femmes. Pour pouvoir se relier à son bébé, une femme doit être reliée à d'autres. Alors elle doit être reliée à son
son homme, quand il y a un homme dans l'histoire, mais elle doit être aussi reliée aux soignants. Et plus les soignants seront présents, pas forcément par grand-chose, par un mot, par une écoute particulière, par la main sur l'épaule, par un sourire, par un regard, plus les soignants seront présents avec cette attention bienveillante et chaleureuse, et plus la maman pourra être en capacité de se relier à son enfant. Oui, et c'est parfois vraiment crucial. Hein, ah oui. C'est tout à fait important, surtout quand il y a des épreuves, comme ça peut arriver dans la maternité, et surtout quand la maman n'est pas soutenue, soit par son homme, parce qu'il n'y a plus de compagnons, de conjoints, ou qu'elle n'est pas soutenue par sa propre famille, par sa propre mère, et le rôle des soignants devient tout à fait prépondérant à ce moment-là. Avez-vous l'impression que c'est plus compliqué d'être mère aujourd'hui, en 2023, qu'il y a 50 ans? Est-ce qu'il y a plus de prescriptions, d'interdits, de consignes, de recommandations? Est-ce que les parents ne sont pas surinformés, finalement? Alors, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une pression extraordinaire, parce que, liée à plusieurs choses, mais notamment au fait que comme on a peu d'enfants, on en attend énormément, et du coup, on n'a pas droit à l'erreur. Il faut être des parents parfaits, il faut que l'enfant soit parfait, il faut que... Et non, ça n'existe pas. Et moi, par exemple, j'emploie jamais le terme de bonne mère, parce que ça veut rien dire. On fait ce qu'on peut, on donne tout ce qu'on peut à son enfant. C'est ça le travail. Il n'y a pas d'école pour devenir parent. On fait ce qu'on peut. Finalement, le mythe de l'enfant parfait serait étouffant. Étouffant pour bien ces jeunes parents. Et le mythe de la mère parfaite. Parce qu'il faut être comme ci, il ne faut pas être comme ça. Mais on fait ce qu'on peut avec la personne qu'on est, avec le conjoint qu'on a, quand on en a un, avec l'histoire qu'on a, avec les parents qu'on a eus et les générations précédentes. Et vraiment, c'est ça qui m'a touchée chez ces parents que j'ai rencontrés, c'est que je les voyais faire le mieux qu'ils pouvaient. Vraiment. Et ça, c'était beau à voir. Est-ce que les jeunes femmes ne sont pas confrontées à trop de choix? Je pense par exemple à l'allaitement avec des recommandations, des consignes. Moi, j'ai toujours dit par rapport à l'allaitement, là aussi, il y a une pression. Une pression. Si vous allaitez votre enfant, est-ce que vous nourrissez votre enfant? C'est-à-dire, si je lui donne le biberon, je ne le nourris pas? Non, mais nourrissez, je veux dire, est-ce que vous l'allaitez? Moi, j'ai toujours dit aux mamans et aux soignants, je pense que c'est mieux de donner le biberon avec amour que de donner le sein avec répulsion ou avec peur ou avec angoisse. Si on ne peut pas, on ne peut pas. C'est pas grave. Alors le commerce s'est aussi emparé de la maternité avec une foule d'objets à acheter. Oui. Comment est-ce qu'on peut résister à cette pression du marché? Je pense que c'est lié au mythe de la perfection. Et pour que mon enfant soit bien, il faut qu'il ait tel hochet et tel jouet. Et pour qu'il soit éveillé et pour qu'il... je trouve que c'est difficile d'être maman ou d'être papa, parce que les pères aussi sont confrontés à ça, dans un tel contexte de pression. Mais les parents, je pense qu'ils ont en eux suffisamment de ressources pour pouvoir résister comme ils peuvent à ça. Alors j'aimerais vous poser une dernière question à propos de l'illustration de votre livre. On y voit un bavoir à l'envers au milieu de tous les bavoirs bien rangés. Qu'est-ce que vous avez voulu signifier ou symboliser? Non, c'est pas moi qui ai choisi cette photo, mais je l'adore, je la trouve très jolie. Mais ça veut dire que, moi ce que j'y vois, parce que chacun peut y voir ce qu'il veut, mais ce que j'y vois, c'est que finalement, il n'y a pas une façon d'être maman, il n'y a pas une façon d'être papa, il n'y a pas une façon d'être le bébé de ces parents-là. C'est que finalement, on fait son chemin, c'est pas simple de devenir parent. Il y a des hauts, il y a des bas, c'est pas linéaire, il y a des espoirs, il y a des doutes, il y a des inquiétudes, j'ai peur, est-ce que je vais y arriver? Et quoi que je fasse, finalement, eh bien, je fais tout ce que je peux pour mon enfant. C'est ça moi, c'est comme ça que je le vois. Véronique Bitouzé, merci. Merci. Ce recueil 1000 mères a été publié aux éditions Quadrature. Merci à vous de nous avoir suivis. Si vous souhaitez revoir cette émission ou une précédente, il suffit de vous rendre sur le site Ovio ou sur celui de Catobel. À très bientôt pour une prochaine rencontre.